Parfait. Alors, bonjour à tout le monde. Il est 8h15, on commence gentiment. Bonjour à tous, bienvenue. Moi, je suis Martina Valentini, je suis professeure assistante au département de microbiologie et médecine moléculaire et je serai avec vous pour la deuxième partie du cours de l'ADN à la protéine. Dans cette deuxième partie, on va parler plutôt d'ARN, même si aujourd'hui on reste dans l'ADN, on parlera de la structure de l'organisation et du contenu du génome. Vendredi, on parle de la synthèse de l'ARN, un processus qui s'appelle transcription, et de la maturation des ARN messagers. Et enfin, le dernier cours sera sur le contrôle de l'expression génique. Donc, comme tous les cours que vous avez eus jusqu'à maintenant, il y aura l'enregistrement dans les sites, dans les médias serveurs. Les diapositives seront sur le site Moodle. Il y aura aussi un forum où vous pouvez poser des questions si quelque chose n'est pas clair. N'hésitez pas. Il y aura un répétitoire le 6 octobre à 14h15. Les livres de référence où j'ai pris la plupart des images que je vais vous montrer, c'est la biologie moléculaire de la cellule d'Albert. Vous trouvez quelques copies à la bibliothèque. Et pendant les cours, je vous poserai aussi quelques questions et j'utilise l'application Pingo. Je crois que vous êtes déjà familiarisé avec cette application. Donc, aussi, dernière petite information, il y aura des petits dessins dans un coin de la slide. Je l'utilise, par exemple, pour emphasiser les concepts clés du cours qu'il faut bien connaître. Bien sûr, l'examen ne porte pas seulement sur les diapositives et sur les slides qui auront cette image, mais il porte sur l'ensemble des cours. Exception fait les slides qui ont cet dessin. La petite toque du diplôme, c'est des slides que j'utilise pour aller un peu plus dans la profondeur, mais ce ne seront pas sujets d'examen. OK, donc les cours d'aujourd'hui seront structurés en 3 parties. On définit les génomes en termes de taille et contenu. On parlera des gènes. Dans la deuxième partie, on regardera comment les génomes peuvent évoluer. On va définir les gènes homologues, orthologues et paralogues. Et en troisième partie, on regardera comment les génomes est organisé en 3D dans les noyaux. On parlera des nucléosomes, d'hétérochromatine et d'euchromatine. Donc, commençons avec les génomes. Et pour pouvoir faire ça, je vais reprendre une slide que vous avez déjà vue pendant la première partie du cours avec le professeur André. Ce schéma représente en forme simplifiée les dogmes centraux ou principes centraux de la biologie moléculaire. Donc, ce principe définit les flux d'informations dans la cellule qui va de l'ADN à l'ARN à travers un processus qui s'appelle transcription. L'ARN n'est qu'une copie de l'ADN qui peut être utilisée pour produire des protéines à travers un processus qui s'appelle traduction. Les protéines sont les effecteurs qui effectuent une fonction cellulaire. Bien sûr, cette dogme est très importante, mais il y a aussi des exceptions. Par exemple, on verra qu'il y a des ARN qui ne sont pas traduits en protéines, et on regardera ça plus en détail. Et ces ARN ont quand même une fonction cellulaire. En plus, vous avez vu, par exemple, dans les cours avec le professeur Brochet, qu'il y a des virus qui sont capables de rétrotranscrire l'ARN en ADN. Donc, malgré toutes ces exceptions, on peut dire que le génome est défini comme la totalité de l'information génétique sous forme d'ADN, dans la plupart des cas, qui appartient à une cellule ou un organisme. Donc, si on réfléchit, on peut voir le génome sur 2 angles. Un, comme une entité physique, donc comme une molécule d'ADN qui est fragmentée en chromosomes, ou on peut le voir comme entité fonctionnelle par rapport à le contenu d'information qu'il porte. Donc, on regarde plus en détail les 2 parties. La première partie, j'irai assez vite parce que c'est tous des concepts que vous avez déjà vus dans la première partie du cours. Donc, vous savez déjà que l'ADN se trouve dans les cellules sous forme de double hélice, formée de 2 brins qui sont antiparallèles, un brin avec une orientation 5', 3' et l'autre avec
l'orientation 3'5'. Ces deux brins, à l'extérieur, on trouve les squelettes sucre-phosphate et à l'intérieur, on trouve les paires de bases complémentaires qui sont appariées et sont liées à travers des ponts hydrogènes. Donc, unité fondamentale de l'ADN est donc le nucléotide qui est composé par une base, adénine, guanine, thymine et cytosine, une déoxyribose, que c'est un sucre, et un groupement phosphate. Le génome est organisé sous forme de chromosomes. Chez les bactéries, la plupart des bactéries ont généralement un seul chromosome qui est sous forme circulaire. Cela, bien sûr, il comporte aussi des exceptions. On a des bactéries qui ont plusieurs chromosomes, et certains aussi de forme linéaire, mais cela représente la majorité des cas. Chez les eucaryotes, par contre, on retrouve des chromosomes linéaires qui sont situés dans les noyaux. Ces chromosomes ont différents degrés de condensation. À l'interface, on trouve les chromosomes dans la forme la plus allongée. À la mitose, on trouve la forme plus condensée. Cet dessin reprend encore une fois un slide du cours précédent. Vous avez la structure de base d'un chromosome humain sous forme allongée. Vous avez les télomères qui sont des structures très importantes pour la réplication du chromosome et les centromères où les fuseaux mitotiques s'attachent. On définit un organisme haploïde, un organisme ou une cellule qui a un seul ensemble de chromosomes, et c'est le cas par exemple dans les gamètes chez les animaux, ou les spores chez les fougères. Et un organisme diploïde, par contre, est un organisme ou une cellule avec deux ensembles de chromosomes organisés en paires. Et cela est le cas de la plupart des cellules somatiques chez les animaux et les plantes. Les noyaux contiennent chez les eucaryotes les génomes et il est isolé du cytosol à travers un enveloppe nucléaire. Par contre, les bactéries n'ont pas de noyaux et les génomes se trouvent à l'intérieur de la cellule, plutôt au centre, dans une région qu'on appelle la région nucléoïde. Il y a aussi certains organites chez les animaux qui contiennent des ADN. C'est le cas, par exemple, des mitochondries. C'est des organites qui servent à la production d'énergie, donc des molécules d'ATP, à travers un processus qui s'appelle la respiration cellulaire. Les génomes mitochondrial est sous forme circulaire. Vous avez ici la représentation de l'ADN mitochondrial humain. Cet ADN, il porte plusieurs informations. Il porte des informations pour produire des ARN ou aussi des protéines. La plupart des protéines sont ces protéines qui servent à l'appareil de respiration mitochondrial. Chez la plupart des animaux, l'ADN mitochondrial est hérité principalement de la mère, donc à travers un type d'hérédité qu'on appelle une hérédité non mendélienne, parce qu'il ne suit pas les lois de Mendel. Et on pense que ces mitochondries sont originées des bactéries qui ont été phagocytées par une cellule primordiale. Et avec l'évolution, ces bactéries ont perdu la capacité de vivre de manière autonome. Donc, ici, vous avez la représentation très simplifiée d'une cellule humaine et vous pouvez voir que les 70% de nos cellules sont constituées d'eau et les 30% sont constituées de macromolécules et des ions et petites molécules. Dans ces macromolécules, vous pouvez vous apercevoir que l'ADN n'est qu'une toute petite fraction, correspond à 0,25% de la masse de la cellule humaine. C'est-à-dire que, par exemple, pour une personne de 60 kg, son ADN ne pèse que 150 grammes. Donc, c'est une fraction assez minimale, mais super importante pour la vie d'une cellule et d'un organisme. Donc, dans ce graphe, je vous ai classifié différents organismes qui appartiennent à différents groupes phylogénétiques, des bactéries, des champignons, des protistes, des plantes, etc. sont organisés par ordre croissance de complexité. Et vous avez l'intervalle de taille de leur génome, identifié par paire de nucléoïdes par génome haploïde.
Donc, vous pouvez déjà vous rendre compte qu'avec la complexité biologique, on a une augmentation des tailles du génome des organismes. Mais cela comporte aussi certaines exceptions. On a par exemple certaines fougères qui ont un génome qui va entre 10 et 100 fois plus grand que les génomes humains. Et on peut retrouver une grande variabilité, par exemple, chez les protistes. On a certains amibes qui ont un génome qui est 40 000 fois plus grand que certains protistes, d'autres protistes. Et ils ont, par exemple, un génome qui est 200 fois plus grand que les génomes humains. Donc, il y a une certaine variabilité. Et on va essayer de comprendre plus en détail quoi influence cette variabilité. Je ne sais pas si vous connaissez les amibes. C'est des organismes qui sont utilisés, par exemple, en recherche pour comprendre les mécanismes de phagocytose. C'est des eucaryotes unicellulaires qui vivent en se nourrissant des bactéries et des algues. On regarde maintenant la deuxième partie, les génomes comme entités fonctionnelles. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure que les génomes contiennent des informations pour produire des protéines ou des ARN qui sont importantes pour les fonctionnements cellulaires, les fonctions de la cellule. Mais cette information va au-delà de ça. Les génomes contiennent aussi un programme développemental, qui, par exemple, permet à un œuf fécondé des oursins de mer, par exemple, à se développer un organisme adulte, un œuf fécondé de souris à former une série, etc. Donc, en plus, ces génomes contiennent les caractéristiques d'identité d'espèce, donc ces caractéristiques propre à chaque espèce qui fait qu'un œuf fécondé de sein de mer ne peut pas donner un souris. Et il permet l'adaptation de l'organisme de la cellule à l'environnement à travers une régulation de l'expression génique. Il permet aussi, enfin, la diversité biologique parce qu'il porte des variations génétiques qui sont à la base de cette diversité et sont à la base de l'évolution. Donc, si on regarde plus en détail un chromosome, on peut voir qu'un chromosome est formé de plusieurs gènes. Ces gènes sont des séquences d'ADN, simplement, qui ont un début et ils ont une fin. Et c'est une unité de base de l'information génétique. Si vous pensez à notre cellule comme un ordinateur, ces gènes sont comme des fichiers qui se trouvent dans l'ordinateur qui contient certaines informations. Cette information qui est contenue contrôle un caractère héréditaire donné d'un organisme et, comme je vous ai mentionné, un gène peut être codante, donc il peut porter à la production d'une protéine, ou non codante s'il porte à la production d'un ARN qui est fonctionnel en soi. Ici, vous avez la structure des gènes codantes chez les prokaryotes et chez les eucaryotes. Donc, vous pouvez voir qu'il y a tout de suite une grande différence qui est au niveau de la séquence codante des gènes. Chez les prokaryotes, la séquence est une séquence continue d'ADN. Par contre, chez les eucaryotes, cette séquence codante est fragmentée. Les parties codantes, donc, qui vont porter l'information pour produire la protéine, ils s'appellent les exons. Et les exons sont séparés entre eux par des segments d'ADN qui s'appellent des introns, qui sont des segments non codants. On a ensuite, en amont du gène, certaines séquences qui sont très importantes pour l'expression génique, donc pour pouvoir permettre à la cellule d'utiliser les gènes. Une séquence importante, c'est les promoteurs, où commence la synthèse de l'ARN. Et deuxième et troisième, multiples séquences, aussi importantes chez les prokaryotes et les eucaryotes, c'est les séquences régulatrices qui modulent les taux de transcription des gènes. Chez les eucaryotes, ces séquences, et on verra tout ça en détail dans le troisième cours qu'on aura ensemble, peuvent se trouver en amont du gène, en aval, et même à l'intérieur du gène au niveau des introns.
Les introns chez les humains ont une taille et un nombre variable. Vous avez 2 exemples ici, mais en général, on a vu que chez les humains, les gènes peuvent contenir entre 0 et 177 introns. Et ces introns peuvent varier de 30 paires de bases à plus d'1 million de paires de bases. Donc, vous pouvez comprendre que seulement à partir d'une séquence, quand on se retrouve avec la séquence du génome humain, c'est très difficile de classifier quel est le début et la fin du gène sans connaître les produits finaux. Donc, vous avez ici 3 organismes modèles qui sont utilisés en recherche. Et je vous donne l'information par rapport à la taille de leur génome et le nombre de gènes que ce génome contient. Vous avez Escherichia coli, une bactérie. C'est une bactérie qui colonise notre intestin. Et c'est aussi une bactérie qui est très utilisée pour des études de biologie moléculaire et de génétique. Elle a en général un génome qui varie entre 4,5 et 5,5 millions de paires de bases et des gènes qui vont entre 4000 et 5000 gènes. Ensuite, on a Saccharomyces cerevisiae, dit aussi levure du boulanger, parce que c'est un organisme eucaryote unicellulaire qu'on a tous dans notre cuisine chez les boulangers, parce qu'il est utilisé, par exemple, pour faire les pains. Il a un génome de 12 mégabases, donc 10 puissance 6 nucléotides et environ 6300 gènes. On a ensuite Drosophila melanogaster, c'est dit aussi mouche du vinaigre parce qu'elle est attirée par le vinaigre, et un organisme modèle pour étudier par exemple le développement du cerveau. Il a un génome entre 140 10 puissance 6 nucléotides et 14 000 gènes. Bien sûr, ces chiffres ne sont pas à retenir. La seule qu'il faut retenir, c'est la taille et le nombre de gènes du génome humain. L'homme, il a entre 3,3 milliards de nucléotides et environ 20 000 gènes. Donc, si on compare la taille et le nombre de gènes de ces organismes, on peut faire 2 observations. Une observation, et c'est valable pour les deux, est que la taille et le nombre de gènes augmentent en général avec la complexité biologique. Vous pouvez voir que le génome humain est 23 fois plus grand que le génome du muscle, etc. Le génome de la drosophile est plus grand 11 fois que le génome de la levure, etc. Mais si on regarde le nombre de gènes, on peut voir que cette augmentation ne correspond pas à l'augmentation de la taille du génome. Donc, si on compare par exemple la mouche de vinaigre et l'être humain, il y a seulement 1,4 fois plus de gènes. Et par contre, le génome est 23 fois plus grand, celui-là du génome humain. Et même si on compare les 2 extrêmes, les bactéries et le génome humain, on peut voir que la taille du génome humain est plus ou moins 73 fois plus grande que la taille du génome des bactéries, mais par contre, on a que 6 fois plus de gènes par rapport à une bactérie. Et si on compare, encore une fois, 2 espèces de poissons, les poissons lunes et poissons zèbres, ces espèces ont le même nombre de gènes, 26 000 gènes, mais la taille du génome est assez variable et diffère de 4 fois. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ces exemples? La taille du génome et les nombres de génomes des gènes sont liés. Ça, il y a une corrélation. Plus le génome est grand, plus on aura des gènes, mais cela n'augmente pas de façon proportionnelle ni systématique. Donc, les concepts de génome comme entité physique, comme molécule d'ADN, ne correspondent pas tout le temps à les concepts qu'on a du génome comme entité fonctionnelle. Donc, pourquoi ça arrive? Une observation qui peut expliquer la différence de taille, c'est la taille des introns. Vous avez ici un gène, que c'est le gène de l'antintine. C'est une protéine qui est importante pour le développement neuronal. Il est présent chez l'être humain et aussi chez les poissons.
chez nous, si la protéine mutée donne une maladie dégénérative qui s'appelle la maladie d'Huntington, vous pouvez voir que malgré le fait que les deux gènes produisent les mêmes protéines, ou une protéine assez similaire, la taille du gène en soi est très différente. Et c'est à cause des introns humains qui sont beaucoup plus grands que les introns chez les poissons lunes. Donc la formation génétique portée par les gènes est similaire, mais la taille du gène varie. Donc, un autre facteur qu'on doit prendre en compte quand on regarde ce qui influence la taille d'un génome, c'est le fait que les gènes ne sont entre 20 et 30% du génome. Si on regarde les génomes humains, ces gènes occupent plus ou moins entre 27 et 25% de notre séquence d'ADN. Et si on pense juste aux exons, donc la partie codante, et cela n'est que les 1,2% de notre molécule, de nos chromosomes. Donc, qu'est-ce qu'il y a en plus? Il y a environ 10% des séquences qui sont des éléments dont la fonction est connue. C'est par exemple des origines de réplication, des télomères, des centromères et d'autres éléments structurels comme la charpente chromosomique qu'on va regarder tout à l'heure. En plus, on a un 2-3% qui est constitué par les séquences régulatrices. La fonction de ces séquences n'est pas tout le temps connue, mais on sait qu'elles régulent l'expression des gènes. Et on a environ 60% de notre génome qui est constitué par des séquences dont la fonction n'est pas encore connue ou est mal connue. Ces séquences sont des séquences répétées qui peuvent être des séquences, petites séquences de quelques nucléotides jusqu'à une centaine de nucléotides qui sont répétés en tandem plusieurs fois, ou ils peuvent être des éléments transposables comme des transposons ou des rétrotransposons qui sont présents plusieurs fois dans notre génome. Donc, juste un petit aussi rappel, vous avez vu les transposons et les rétrotransposons dans les cours précédents. C'est des segments d'ADN qui se déplacent d'une position à l'autre, d'une position du génome à l'autre. On a parfois des transposons non fonctionnels qui ont perdu leur capacité de mouvement. Et en général, on définit les transposons à ADN et les rétrotransposons. Les transposons à ADN, ils ont un mouvement dans le génome qui s'appelle un mouvement coupé-collé parce qu'ils sont capables, à travers des enzymes qui s'appellent des transposases, de s'exciser dans un endroit et s'intégrer dans un autre endroit du génome. Par contre, les rétrotransposons, ils se déplacent avec un mécanisme qui s'appelle un mécanisme copier-coller parce qu'ils sont d'abord copiés en ARN, après rétrotranscrits et insérés à un nouveau endroit. Donc, quel est le rôle de ces séquences répétées? Comme je vous ai dit, ce n'est pas encore clair, mais il y a des hypothèses. Une hypothèse est l'effet que ces séquences peuvent contribuer à la stabilité du génome. Comment c'est possible? Vous savez que pendant la réplication du génome, il y a parfois des erreurs qui peuvent apparaître. Ces erreurs peuvent être corrigées ou ces erreurs peuvent être gardées dans le génome. Si les 60% des gènes sont constitués par des séquences répétées, cela fait que la probabilité que ces mutations ont lieu au niveau du gène codante, c'est plus petit que la probabilité que ces séquences portent des mutations. Donc, cela contribue à la stabilité du génome, donc la stabilité de l'information que le génome porte. Ils peuvent aussi contribuer à l'expression des gènes. Les transposons, quand ils se déplacent dans les génomes, peuvent se déplacer au niveau d'un gène et affecter la production de certaines protéines ou l'expression de certains gènes. Et ils contribuent aussi à la diversité génétique parce que, comme je vous expliquais, ils accumulent plus de mutations par rapport aux séquences codantes. Donc, par exemple, les nombres et les positions variables sont variables de cette séquence des individus à individus. C'est par exemple ces séquences qui sont utilisées dans des tests de paternité parce qu'ils sont très typiques et caractéristiques à chaque individu, ou par exemple sont utilisées en médecine légale pour identifier un suspect.
Donc, cette séquence variable, c'est la partie qui influence le plus la taille d'un génome. On revient à notre exemple, la mouche de vinaigre et l'être humain. Vous voyez que la mouche, elle porte environ 15% de son génome est constitué par des séquences répétées. Par contre, l'être humain est 60%. Donc, cette fraction de séquences répétées peut varier des espèces en espèces. Donc, on finit cette partie avec un quiz. Je vous pose une question. Je vous demande, avec l'application Pingo, de choisir les affirmations qui sont vraies parmi ces 4 affirmations. Donc, on regarde ça plus en détail. J'active juste les Pingo et après je reviens vers la slide. Voilà. Donc, ces affirmations sont: tous les gènes du génome humain codent pour des protéines. Les gènes représentent environ 1,2% du génome humain. La taille du génome est directement proportionnelle au nombre de gènes qu'il contient. Plus de la moitié du génome humain est composé par des séquences répétées. Pardon. OK. Je crois que tout le monde, plus ou moins, a essayé de répondre. Je vais arrêter et on va regarder. Ça n'a pas marché. Soit il n'y a personne qui a répondu, soit ça n'a pas marché. Vous avez pu répondre? Ah oui. OK. Donc, vous avez répondu, la plupart d'entre vous a répondu D, mais ouais. Donc, ouais. Et en fait, désolé, il y a un souci, mais c'était la réponse correcte. Donc, la plus de la moitié du génome humain est composé de séquences répétées. Ouais, je vais juste regarder pendant la pause, il y a un petit souci avec les pingos. OK. Donc, on regardera tout à l'heure, je vais regarder pourquoi ça ne marche pas, les pingos. Donc, on continue pour l'instant. On parle d'évolution du génome. Comment les génomes évoluent dans les temps. Donc, il y avait une première théorie qui a été formulée et c'était lié au fait, à l'observation que les chercheurs avaient fait que le nombre du génome et des gènes augmente avec la complexité de l'organisme. Donc, une première théorie qui est représentée de manière simplifiée ici par 3 exemples, il disait qu'avec la complexité biologique, un organisme, il acquit de plus en plus des gènes. Donc, vous avez ici la levure, la mouche du vinaigre, l'être humain, et cette théorie disait qu'on part avec les 6300 gènes de la levure, on acquit les gènes de la drosophile et après on a 6000 de gènes de plus. Mais cette théorie était bien sûr fausse. Et comment était
comment on a vu que ce n'était pas une théorie qui était vraie, c'est en analysant les génomes et les gènes qu'il contient. On a pu voir qu'il y a certains gènes qui sont caractéristiques à chaque espèce, par exemple. Et on a vu aussi qu'il y a certains gènes qui sont partagés entre organismes et entre organismes qui ne sont pas les plus récentes et qui n'ont pas un ancêtre commun les plus récentes. Dans notre cas, à levure drosophile et être humain, on peut voir qu'on partage des gènes avec la levure qui ne sont pas présentes chez la drosophile. Donc, les modèles ou la version simplifiée qui représente en plus les modèles courants d'évolution des gènes, c'est le diagramme des veines. Donc, on a des gènes qu'on partage avec toutes les espèces. En plus, on a des gènes qu'on partage avec certaines espèces et on a des gènes uniques à chaque espèce. Les gènes qu'on partage, qui sont des gènes communs, sont des gènes qui sont importants pour des fonctions essentielles comme la transcription, la traduction, pour le métabolisme des bases de la cellule, pour la réplication et la modification de l'ADN, pour le transport, pour le repliement des protéines, etc. Donc, si on regarde notre génome humain, on peut voir que notre génome contient nos gènes, 21% de nos gènes sont en commun avec tous les prokaryotes et tous les eucaryotes. C'est ces gènes qui sont importants et essentiels à la vie. En plus, on a 32% de nos gènes qui sont partagés avec tous les eucaryotes. C'est des gènes qui sont importants pour les compartiments cellulaires, pour la multicellularité. 24% de nos gènes sont en commun avec tous les vertébrés et les animaux. C'est des gènes, par exemple, du développement ou qui constituent le système humain. Et que 22% de nos gènes sont en commun avec tous les vertébrés. Donc, on peut voir que plus un organisme est complexe, plus on accumule des gènes spécialisés qui lui donnent de nouvelles capacités biologiques, mais en même temps, une grande partie de nos gènes est partagée avec d'autres espèces. Donc, on n'est pas aussi originaux qu'on pense. Donc, comment nos gènes évoluent? Il y a 4 mécanismes clés. Il y a les mutations intragéniques, la duplication des gènes, la nouvelle combinaison ou brassage d'exons et les transferts horizontaux des gènes. Le 4e mécanisme ne sera pas traité dans ces cours en particulier parce que vous avez déjà vu ces mécanismes et parlé avec le professeur Brochet. C'est un mécanisme très important pour les bactéries, par exemple, pour acquérir des gènes de résistance aux antibiotiques. Donc, je vous propose, si pour vous ça va, de faire une pause maintenant. On a 2 parties assez importantes dans 15 minutes et comme ça me laisse le temps de voir qu'est-ce qui se passe avec les pingos. Merci. On se retrouve à 9h. Vous avez votre téléphone avec vous? Non?
Oui, bien sûr. Donc, imaginez si on fait les 10 lignes, A, G, ça c'est la partie son, et ça c'est A, G, donc on arrête tout. Donc on fait la partie intro, c'est R, A, G, et ça il y a A, T, et c'est tout. Donc cette région est comme ça. C'est la séquence pour l'humain et ça c'est pour le poisson. Du coup, la séquence pour le poisson, elle est plus petite, enfin le gène est plus petit et lui est plus long. Parce que les introns sont beaucoup plus longs. Donc ici, il y a la séquence de l'intron numéro 1 Ah, ok. et qui Ah, diminue ok. beaucoup plus petit ici. Donc ça fait que les gènes ont cette taille chez l'homme et cette taille Chez chez le le poisson. poisson. Mais du coup, est-ce que ça veut dire qu'on a des. Enfin, le fait de les relier, c'est des introns qu'on a en commun ou pas Des du tout introns en communs. commun. Pardon, des sections Ok. Les exons, c'est ceux qui codent pour les protéines et les introns, des c'est séquences. autre chose. L'ARN ou Oui, c'est ça. Ok. Ok, d'accord. Merci beaucoup. J'avais une question par rapport à ça. Bah, vous avez parlé de la probabilité d'une mutation, en fait, j'ai pas compris. c'est juste la probabilité. C'est nos gènes qui envoient ça.
OK. Attention. OK, je vous ai mis ici les résultats du Pingot que tout à l'heure on n'avait pas vu voir. La réponse correcte, et c'était la D. Donc la réponse, la vraie. Pas tous les gènes codent pour des protéines. Ce pas les gènes qui représentent les 1 pour 2%, c'est les exons. La taille du génome est directement proportionnelle, non, est proportionnelle. Il y a une corrélation, mais il n'y a pas une proportionnalité directe. OK, j'espère que c'est clair. OK, donc on regarde les mécanismes clés d'innovation génétique. Comment nos gènes peuvent acquérir de nouvelles fonctions. Donc on rentre dans les détails de le premier mécanisme, c'est les mutations intragéniques. Donc par mutation intragénique, on définit les changements permanents d'un seul paire de bases dans la séquence d'un gène. Donc, comme c'est une mutation d'une seule paire de bases, on peut aussi dire que c'est une mutation ponctuelle. Cela peut apparaître à cause des erreurs dans la réplication de l'ADN, aussi à cause de certaines réactions chimiques, ou aussi conversions chimiques. Exemple classique que vous avez déjà vu, c'est l'exemple de la cytosine dans l'ADN, qui peut perdre un groupement amine et devenir uracile. C'est dans cette base ici, par exemple. Si ce changement n'est pas corrigé au niveau de la réplication, après, ça donnera suite à un progénie qui contient une mutation. Donc, cette mutation, ce changement peut être corrigé. S'il n'y a pas de réparation ou correction, ça donne une mutation. Donc, la mutation peut avoir lieu de manière spontanée ou peut être induite par des agents métagènes, comme par exemple l'acide nitreux, qui peuvent augmenter la possibilité, la fréquence de désamination des cytosines. Les taux, de manière spontanée, est très faible. On considère chez l'humain qu'il y a une mutation pour chaque 100 millions de paires de bases par génération. Donc, avec le temps, un gène il va accumuler des mutations de manière aléatoire et de manière progressive. Cela peut avoir un impact sur la fonction du gène ou pas. Donc, s'il n'y a pas d'impact, pas de conséquences au niveau fonctionnel, on parle de mutations silencieuses. Et mutations non silencieuses, c'est les mutations qui portent, par exemple, une perte de la fonction ou même une acquisition d'une nouvelle fonction. Donc, l'impact sur l'organisme peut être neutre quand il n'y a pas de conséquences mesurables. Et on peut avoir un effet sur le fitness, donc c'est une mutation qui modifie la survie ou la capacité de reproduction de l'organisme ou de la cellule. Donc, à partir d'un ancêtre commun, avec la spéciation, donc la division en espèces des organismes, chaque organisme il peut accumuler des mutations de manière aléatoire. Vous avez ici les gènes, un gène X qui est présent chez l'ancêtre commun entre la souris et l'homme. Après la spéciation, les deux espèces, ces gènes dans ces deux espèces va accumuler des mutations, mais des mutations différentes parce que les mutations ont lieu de manière aléatoire. Donc, cela donne naissance à des gènes qu'on appelle des gènes orthologues. C'est des gènes qui sont présents chez deux espèces différentes, mais qui sont issus du même gène présent chez les derniers ancêtres communs. Souvent, les gènes orthologues, vu leur origine en commun, ont la même fonction biologique.
et leur identité diminue avec le temps à cause de cette accumulation de mutations. Donc, cela est utilisé pour les concepts des gènes orthologues et l'identification des gènes orthologues est utilisé pour étudier l'évolution des espèces et aussi pour prédire la fonction de certains gènes dans des espèces qui ne sont pas des espèces modèles qu'on ne peut pas étudier au laboratoire. Donc, avec ce concept de gènes orthologues, vous pouvez aussi comprendre maintenant pourquoi on partage beaucoup plus de gènes orthologues avec la souris qu'avec la drosophile. C'est là dû au fait que notre ancêtre commun qu'on a entre nous et la souris est beaucoup plus récent par rapport à l'ancêtre commun qu'on a entre nous et la drosophile. Donc, si on regarde nos gènes humains, on partage 99% des gènes qui ont un orthologue chez la souris. Par contre, seulement 40% de nos gènes, qui c'est quand même un nombre assez élevé, sont partagés avec la drosophile. Regardons maintenant la duplication des gènes. Donc, vous avez vu pendant les cours précédents que lors de la méiose, ils peuvent avoir l'alignement, il y a l'alignement des deux chromosomes homologues, dans cet exemple le chromosome 6, et il peut y avoir des crossing over avec un échange des fragments d'ADN. Ça arrive, ça ne donne pas forcément des duplications, mais ça peut arriver qu'il y a un alignement incorrect des deux chromosomes homologues et il y a la possibilité aussi de la formation d'un crossing over à cause des séquences répétées qui sont présentes dans les deux chromosomes. Donc à cause de cette séquence répétée, il peut y avoir une recombinaison, un crossing over, et cela donnera suite à un chromosome avec deux gènes X dans cet exemple et un chromosome où il y aura une délétion. Donc ces chromosomes seront ensuite transmis à la progénie. Donc deux gènes qui sont issus d'une duplication génique sont appelés des gènes paralogues. Sont des gènes qui sont toujours présents dans la même espèce. Et avec le temps, ces gènes sont libres et peuvent accumuler de manière indépendante des mutations. Donc, plus l'événement de duplication a eu lieu récemment, moins de différences entre deux gènes il y aura. Souvent, ce qu'on observe, c'est qu'un des deux copies, il accumule des mutations et par contre, l'autre copie reste conservée. Cela n'est pas toujours clair, les mécanismes, mais donne lieu à des gènes qui, en accumulant des mutations, deviennent non fonctionnels, donc ils ne seront pas exprimés, et ils sont appelés des pseudogènes. L'autre gène, donc, devient de nouveau unique. Il peut y avoir des cas aussi où les deux gènes répliqués ont la même fonction, dupliqués, auront la même fonction, et c'est le cas des gènes dont le produit est requis en grande quantité, comme par exemple les gènes qui codent pour des ARN ribosomales, qu'on regardera vendredi pendant notre cours. Il peut y avoir aussi une néofonctionnalisation, donc une acquisition de nouvelles fonctions ou une spécialisation des fonctions. Et c'est là, par exemple, c'est le cas des gènes codants pour les globines, que je vous montre un exemple ici. Les globines, c'est des protéines qui servent au transport de l'oxygène. On a dans notre génome des gènes qui codent pour l'hémoglobine, qui sert au transport d'oxygène dans le sang. Cette protéine, la protéine humaine est celle-là, elle est constituée par 4 sous-unités, 2 sous-unités d'alpha-globine et 2 sous-unités de bêta-globine. Les gènes qui codent pour ces 2 sous-unités, ils sont chez l'homme dans le chromosome 16 pour la famille des gènes de l'alpha-globine et dans le chromosome 11 pour les bêta-globines. Ces deux gènes ici, alpha 1 et alpha 2, c'est les gènes responsables de la sous-unité alpha 1 et alpha 2 qu'on voit ici. Et les gènes bêta qu'on retrouve ici,
C'est dans les chromosomes 11, c'est celui-là qui sert à la production des deux copies des sous-unités bêta. Donc, puisqu'on a vu en analysant les génomes, on a vu que ces deux gènes ont une origine ancestrale en commun et qu'ils se sont dupliqués avec l'évolution pour donner suite à ces deux familles de gènes. Dans ces donc, au niveau du génome, avec les deux gènes de l'alpha-globine, avec les gènes de la bêta-globine, donc on retrouve des gènes dupliqués. Certains de ces gènes sont des pseudogènes, donc ils ont perdu leur fonction. Et certains de ces gènes sont des gènes qui sont acquis en fonction spécialisée. C'est des gènes qui codent toujours pour l'alpha ou la bêta-globine, mais ils sont exprimés, par exemple, dans l'embryon, dans les fœtus humains. Et leur fonction est d'avoir une affinité beaucoup plus élevée par l'oxygène, et cela permet le transfert d'oxygène de la mère au fœtus. Donc, à partir des duplications des gènes, on définit le concept de famille des gènes. C'est un groupe de gènes qui montre une similarité de séquences suffisante parce qu'on puisse affirmer qu'ils sont tous issus d'événements de duplication. Donc, si on regarde encore une fois nos gènes, on peut voir que presque la moitié des gènes humains peuvent être regroupés en familles de gènes. Donc, ils sont nés à travers des événements de duplication. Donc, ici, vous avez deux gènes orthologues, donc deux gènes qui sont présents chez l'homme et chez la souris, et deux gènes paralogues. En général, ces gènes sont aussi appelés homologues. Homologue est la terminologie qui définit tous les gènes qui sont dérivés du même gène ancestral. Donc les gènes 3 et 4, on peut les dire que c'est des gènes orthologues ou on peut définir que c'est des gènes homologues. Et de la même façon, les gènes 1 ou 2, on peut dire, si on sait qu'ils sont issus d'événements de duplication, qui sont des gènes paralogues. Si on ne sait pas, on peut définir ces gènes comme des gènes homologues. Donc, c'est tous gènes qui ont une origine évolutive en commun et qui présentent des similarités de séquences en raison de leur origine commune. On passe au troisième mécanisme, que c'est le brassage d'exons. Le brassage d'exons est défini comme la création de nouveaux gènes en mélangeant des exons qui proviennent d'autres gènes. Comment cela arrive? C'est un événement qui est assez rare, qui consiste en double recombinaison non allélique. Quand cette recombinaison peut avoir lieu, ça peut arriver pendant la méiose, encore une fois, avec l'alignement par erreur des chromosomes non homologues. Il peut y avoir qu'à cause des séquences répétées, que dans cet exemple, par exemple, il se trouve et il entoure un exon du gène A et que dans le gène B, il se trouve dans l'intron. À cause de la similarité des séquences, il peut y avoir encore une fois un crossing over. Cela produit un gène B, qui contient l'exon du gène A. Donc, on définit les gènes B avec les nouveaux exons, un gène mosaïque, parce qu'il est fait de fragments qui proviennent d'autres gènes. On peut avoir une double recombinaison non allélique aussi, par exemple, lors de la réparation de l'ADN. Vous savez qu'il peut y avoir des cassures double brin de l'ADN et pour pouvoir les réparer, la machinerie a besoin d'un brin matrice et par erreur, ça peut arriver qu'à cause des similarités de séquences, la machinerie reconnaît cette partie comme la partie homologue du gène et donc elle va introduire l'exon ici du gène A dans le gène B. Un troisième mécanisme pour lequel on peut avoir des brassages d'exons, c'est à travers les transposons. Pour pouvoir vous expliquer ici, vous avez les schémas et comment ça peut arriver. On a un gène A qui a deux transposons similaires qui entourent un exon. Ça peut arriver que les transposases, quand ils vont exciser les transposons, ils ne reconnaissent pas l'extrémité, par exemple les transposons du 1 ici, ne reconnaissent pas l'extrémité 1 et 2 comme extrémité du transposon, mais reconnaissent l'extrémité 1 et 4. Cela fait exciser l'entièreté du segment d'ADN qui contient aussi l'exon.
cette nouvelle transposon est allongée et il pourra s'insérer par exemple au niveau d'un intron du gène B et donnera suite donc à un gène mosaïque. Donc ici vous avez un exemple d'un gène qu'on présente chez l'être humain où on a vu qu'il peut se former grâce à ce mécanisme de brassage d'exons. C'est les gènes qui codent pour l'activateur tissulaire du plasminogène. C'est une protéine qui est importante, sécrétée dans les plasmas et importante pour dissoudre les caillots sanguins. Il est composé, ces gènes, de 4 exons, F, EGF, K et K. Et donc, c'est 3 exons différents et 2 exons qui sont les mêmes exons. Et on peut voir que ces exons sont présents aussi chez d'autres gènes. Donc, on a pu démontrer que ces exons sont apparus dans les gènes du plasminogène à cause du brassage d'exons et aussi suite à une duplication de l'exon K. OK. Petite quiz pour vous. Je vais l'activer. OK. Il est activé, donc je vous demande, en regardant l'arbre phylogénétique de la famille des gènes de la globine que vous avez ici, de me dire quelle est l'affirmation correcte. Donc, les gènes alpha et bêta chez l'humain sont des gènes orthologues. Les gènes alpha humain et alpha souris sont des orthologues. Les gènes bêta humain et bêta souris sont des paralogues. Les gènes alpha humain et bêta souris sont des homologues. Tous les gènes mentionnés dérivent d'un gène ancestral unique. Vous avez 10 secondes. Voilà. On va regarder vos réponses. Donc, il y a quelqu'un qui a répondu A, B, C, pas beaucoup, et D. Donc, A et D, c'était les deux réponses correctes. Voilà. OK. Donc, on continue avec la troisième partie. Et on parle maintenant de l'organisation du génome, comment le génome est organisé en 3 dimensions. Donc, si on reprend cette slide qu'on a vue tout à l'heure et on regarde plus en détail l'image de la microscopie électronique de la cellule humaine, on pourrait voir que les noyaux environ fait un diamètre de 10. Ouais,
Les mêmes? OK. Oui, je vais regarder à nouveau, il y a un problème avec les... Désolée, je vais vous mettre les réponses dans les forums. OK. Donc, nous avons vu que les noyaux, il a un diamètre de 10 micromètres. Donc maintenant, vous savez que le génome humain fait 2 fois 3,3 multiplié par 10 puissance 9 paires de bases. Donc si on sait que la taille moyenne d'une paire de bases est d'environ 0,34 nanomètres, c'est là on peut faire les calculs et on peut calculer la taille en mètres de notre génome humain. Vous pouvez le faire vous-même. Cela fera 6 puissance 6 milliards multiplié 0,34 nanomètres égale 2 mètres d'ADN. Donc, dans chaque cellule de notre corps humain, on a 2 mètres d'ADN. Comment les cellules arrivent à enfermer 2 mètres d'ADN dans un noyau qui fait 10 micromètres de largeur? Donc, c'est là, juste pour vous mettre les choses en proportion, équivaut à mettre un fil de 1 mm d'épaisseur et 50 km de longueur dans une balle de tennis. Cela doit être fait de 2 manières, suivant 2 équilibres. En équilibre, l'ADN doit être le plus compact possible pour pouvoir l'enfermer dans les noyaux, et en même temps, il doit être plus accessible possible parce que notre gènes doivent être accessibles à la machinerie de transcription. Donc, selon la solution pour pouvoir effectuer ça, c'est la chromatine. La chromatine est un enroulement progressif de la molécule d'ADN dans les noyaux. C'est un enroulement qui a différents niveaux. On regarde chaque niveau maintenant plus en détail, et il commence par la formation de cette petite cylindre ici, entourée par ADN, qui s'appelle les nucléosomes. Donc, le nucléosome est l'unité fondamentale de la chromatine, est faite par une courte séquence d'ADN qui est enroulée autour d'un corps protéique d'histone. Cette séquence d'ADN enroulée fait 146 paires de bases, et les histones sont des protéines, sont 8 protéines qui s'assemblent sous forme d'octamères. L'ADN autour de ces protéines fait environ un tour et demi en direction gauche, et ces protéines sont 4 protéines différentes qui sont présentes en 2 copies. Les protéines H2A, H2B, H3 et H4. Donc, comment les nucléosomes s'assemblent? Juste pour information, normalement, on a 2 copies, une copie des H3 et H4 qui s'assemblent pour former des dimères, une protéine constituée de ces 2 sous-unités. Ces 2 dimères interagissent avec un autre dimère H3, H4 pour former un tétramère. Ensuite, les tétramères interagissent avec 2 dimères H2, H4 pour donner un octamère. Et en dernier temps, l'ADN s'enroule autour de ces octamères. Il y a une 5e protéine histonique qui s'appelle la protéine l'histone H1 qui interagit avec l'ADN et avec l'octamère assemblé. Il sert à stabiliser la structure du nucléosome et est aussi défini comme histone de liaison. Donc, si on regarde l'ADN au microscope électronique, on peut avoir une forme qui s'appelle la forme en collier de perles. Cela n'est qu'une succession de nucléosomes qu'on peut voir qui forment comme certaines perles qui sont intervallées par une séquence d'ADN nu qui fait environ 50 paires de bases. Donc, cette forme en collier de perles permet une compaction de 6 fois. Et c'est une forme qui, en réalité,
On peut la voir en microscopie si on traite l'ADN d'une certaine manière, mais en réalité, n'est que le premier niveau de compaction. Il y a un ultérieur niveau où les colliers de perles s'organisent en hélice, vous voyez ici, pour former une fibre qui a une hauteur de 30 nanomètres. Cette fibre, qu'on appelle aussi la fibre de 30 nanomètres, permet une ultérieure compaction de 6 fois. Vous voyez ici l'image d'une fibre de 30 nanomètres au microscope électronique. Et on arrive à un troisième degré de compaction où la fibre de 30 nanomètres peut s'organiser ici en boucle, comme vous voyez ici, pour former une boucle de 300 nanomètres en hauteur. Cette compaction est de plus de 10 fois. Et pour maintenir cette structure en boucle, il y a une série de protéines non histoniques qui se forment ici à la base et interagissent avec les boucles pour y former la charpente chromosomique. Cette organisation en boucle est une organisation très dynamique et permet un degré de compaction en gardant l'ADN de manière accessible. Donc, comment cette structure est gardée en place? C'est à travers des extrémités interminales qui se trouvent dans les histones, dans chacun des 8 histones. C'est des extrémités qui sont assez flexibles. Ils peuvent interagir entre eux et ils peuvent interagir avec l'ADN. Il sert aussi des sites de fixation pour un complexe de protéines qui s'appelle le complexe de remodélage de la chromatine, qui permet, par exemple, à la chromatine de se défaire quand il y a nécessité. Il permet aussi l'ancrage de certains facteurs de régulation transcriptionnelle. Enfin, ces extrémités flexibles peuvent être modifiées chimiquement à travers des modifications covalentes qui sont réversibles, par exemple l'acétylation, la méthylation et la phosphorylation. Et cela module l'interaction des histones entre eux et l'interaction des histones avec l'ADN. Je vous donne ici l'exemple de l'acétylation. L'acétylation est une modification qui a lieu au niveau d'un résidu très important qui se trouve dans l'extrémité interminale des histones, qui c'est la lysine. Cet résidu a une charge positive ici. Cette charge positive permet une interaction électrostatique avec l'ADN, parce que l'ADN, vous savez, est chargé négativement. S'il y a une acétylation de lysine, cette charge est perdue avec l'ajout d'un groupement acétyl. Donc, à cause de la charge perdue, il y aura une interaction plus faible avec l'ADN, ce qui permet à les nucléosomes et à la fibre de se dérouler. Donc, lorsque la cellule a besoin d'avoir accès à un certain endroit du génome, il y aura des enzymes de modification des histones, comme des acétylases ou acétyltransférases. Il y aura aussi les complexes de remodélage de la chromatine qui se fixent à cet endroit et l'ARN polymérase. Il fait que cette boucle qui était très compacte, il va s'allonger, il va exposer la séquence d'ADN. Donc, on passe au dernier niveau de compaction où les boucles s'entourent entre eux pour former une spirale. C'est la forme plus compacte qu'on trouve dans les noyaux et c'est une forme tellement compacte qui n'est pas active, où les protéines ne peuvent pas accéder à l'ADN. On appelle cette forme l'hétérochromatine. Donc, c'est une forme inactive qu'on compare à l'euchromatine, qui est la forme active et accessible de nos génomes. Donc, ici, vous avez un noyau en interface qu'on peut observer par microscope électronique. Vous pouvez voir, il y a des régions qui sont plus claires et des régions plus foncées. Les régions plus foncées correspondent à la région
de l'ADN qui sont condensés en hétérochromatine, parce qu'ils sont plus denses, donc on les voit plus noirs au microscope électronique. Donc, c'est des structures qui se trouvent plus souvent en périphérie du noyau. Et c'est des structures ici, dans cette région, c'est très clair, c'est des gènes, se trouvent des gènes qui ne sont pas actifs, donc ne sont pas en train d'être utilisés. Par contre, ici, dans les régions plus blanches, ici, vous avez l'euchromatine, qui est la structure accessible, où il y a des gènes qui sont actifs et qui est généralement distribuée de manière diffuse. Ici, les résumés. Donc, vous avez les colliers de perles avec une série de nucléosomes qui d'abord se forment. Après, il y a la forme à hélice avec la fibre de 30 nanomètres. La fibre se met en boucle et repose sur la charpente chromosomique. Et tout cela fait partie de l'euchromatine. Il y a un dernier niveau de compaction ici en hélice. Et cela, c'est le niveau de l'hétérochromatine, c'est le niveau plus compact. À l'interface, comme vous avez vu tout à l'heure, on a de l'euchromatine et de l'hétérochromatine. Par contre, à la mitose, on a un ADN tellement compact que les gènes ne sont généralement pas accessibles. Dernier concept, et c'est juste une reprise d'un slide que vous avez déjà vu dans les cours précédents. Vous savez que les chromosomes dans les noyaux occupent un espace précis, qu'on appelle des territoires chromosomiques. Ces territoires chromosomiques sont précis à chaque chromosome et l'organisation en 3D peut varier, donc ces chromosomes ne sont pas fixes, ils peuvent se déplacer et ces déplacements changent le niveau d'expression des gènes qui sont portés par les chromosomes. Et donc, ces déplacements peuvent être induits par des protéines qui régulent l'expression de certains gènes. OK. Avec de la chance, on tente la dernière question. Normalement, ça doit être... vous pouvez maintenant répondre à la question « Quelles situations peuvent favoriser la transcription d'un gène ?» Quand l'ADN est fortement condensé, quand le gène est situé dans une région d'hétérochromatine, quand le gène est localisé dans une région d'euchromatine, quand les queues et les extrémités N-terminales des exons sont acétylées, et quand le gène est positionné près de l'enveloppe nucléaire. Vous avez 10 secondes. Alors, la plupart d'entre vous a répondu C. Le gène est localisé dans une région d'euchromatine et c'est la situation qui peut favoriser l'expression des gènes. En fait, la réponse correcte était A et aussi, pardon, C et aussi D.
Ok, on arrive juste au bout. On regarde un peu les concepts qu'on a vus aujourd'hui. On a regardé le génome dans sa dimension physique et fonctionnelle. On a compris la définition d'un gène et sa structure chez les prokaryotes et eucaryotes. On a identifié des éléments non codants du génome humain. On a expliqué les mécanismes à travers lesquels un génome et les gènes peuvent évoluer. On a défini les gènes homologues, orthologues et paralogues. On a décrit l'organisation en 3D du génome et son impact sur l'expression génique. Et on a vu un exemple des modifications d'histones et les rôles des extrémités des histones. Donc ici, c'est une image que je vous montre, c'est que pour vous, pour revoir les concepts qu'on a vus en cours. Et vous avez ici le chromosome X humain, une figure que j'ai prise dans les textbooks. Et vous avez ici les différents gènes qui se trouvent dans cette région du chromosome X. Vous avez des gènes qui codantes, des gènes non codantes, qui sont identifiés ici. Vous avez ici la conservation de ces gènes. Et vous avez aussi les mutations qui peuvent donner suite à des maladies génétiques. OK. On se voit vendredi. Bonne continuation. Ouais.